personnes connectées dans cette conférence. Vous savez que le succès et la survie de cette conférence dépendront de votre intrépidité, de votre disponibilité, de votre engagement, non seulement par les émoticônes continus que vous enverrez sur l'écran, mais également que vous enverrez avec vos commentaires, avec vos remarques, avec bien sûr vos contributions. Vous êtes attendu dans cette conférence aussi sur le terrain du partage de ce que j'appelle les pains spirituels de la liberté pour le peuple africain du Cameroun, mon pays natal. Je voudrais, au moment de commencer cette vidéoconférence, d'abord adresser mes profonds remerciements à tous ceux d'entre vous qui ne supportent pas que je me taire dans le silence et qui, entre deux vidéoconférences, ne cessent soit de me relancer en me faisant des suggestions, des remarques, des contributions, soit de me relancer en me disant que je devrais à nouveau parler, que je devrais à nouveau prendre la parole, bien que je considère qu'on ne doive véritablement parler que quand on a quelque chose à dire. Je suis très sensible à la confiance que vous me faites et aux énergies morales, spirituelles dont vous m'investissez de jour en jour, au fur et à mesure que, au nom de la belle diversité, de la belle pluralité du peuple camerounais sur le territoire national et dans la diaspora, vous sollicitez ma prise de parole pour, ainsi dire, être la voix des bouches qui n'ont point de bouche et la liberté de celles qui s'affaissent au cachot du désespoir, comme je le dirais pour parodier le grand Martiniquais Aimé Césaire. Je vous en remercie infiniment, mais vous comprendrez que, par nature, je prenne toujours le temps d'aller chercher au plus profond de moi-même, mais également dans une analyse vigilante, lucide, scrupuleuse de notre temps, les raisons de dire quelque chose. Car en réalité, dire pour dire, c'est déjà pas mal, c'est dire. Mais dire quand on a à dire, c'est encore mieux, et il me semble que notre pays natal, le Cameroun, a besoin non pas simplement qu'on parle, parce que c'est un pays dans lequel on dit beaucoup de choses, c'est un pays dans lequel il y a une bousculade de paroles publiques, mais en réalité, il faudrait qu'on parle authentiquement, c'est-à-dire qu'on parle de telle façon que nos propres paroles soient en mesure de faire honte à nos propres actions. Et pour cela, vous comprendrez que malgré votre soif d'intervention régulière de ma part sur tous les sujets de l'actualité sociale, politique, culturelle de notre pays natal, le Cameroun, eh bien, je me réserve parfois des plages de silence consacrées, contrairement aux apparences, en fait au temps de la méditation, de l'observation, qui sont également des formes d'action. Avant d'entrer dans l'énoncé du plan de la conférence qui nous rassemble ce soir et que vous protégez par vos partages, vous êtes déjà 700 personnes à la suivre, je voudrais commencer par donner quelques nouvelles du goulag, en ayant bien sûr une pensée toujours très émue pour la direction de notre résistance, la résistance du peuple camerounais, pour la naissance d'un état de droit, d'une démocratie véritable, pour la modernisation du système politique, économique, social, culturel. Eh bien, cette résistance est heureusement aujourd'hui incarnée par un visage, celui d'un homme, le président élu du peuple camerounais le 7 octobre 2018, le professeur Maurice Kamto, accompagné des valeureux compatriotes, ses conseillers, mais également tous les militants, tous les citoyens embastillés depuis les événements, notamment du mois de janvier 2019, puis ceux du 1er et du 8 juin passé, eh bien, à travers le Cameroun, sans oublier la direction de la résistance légitime du Cameroun anglophone qui croupit encore ce jeudi 20 juin 2019 dans le goulag du satrape Paul Barthélemy Biya Bimvondo, eh bien, au Cameroun.
il faudrait toujours se souvenir que nous avons la chance, en 2019, d'avoir dans le président Maurice Kamto un visage qui incarne la résistance camerounaise. Car depuis la défection de Ni John Frundi, de la tête de l'opposition camerounaise, après sa période de résistance entre 1990 et pour tout prendre, au maximum, jusqu'à l'élection présidentielle de 1997, après la défection, l'incapacité avérée de cette figure de l'opposition camerounaise de porter et d'incarner le combat, le peuple camerounais avait été complètement sevré d'un visage qui incarne sa résistance. Cela favorisait les stratégies de division de l'opposition par le régime de M. Biya. Cela favorisait la division de la diaspora camerounaise, dans laquelle étaient apparus ces 20 ou 30 dernières années autant de présidents de la République potentiels que de présidents de micro-associations. Eh bien, l'émergence de la figure du président Maurice Kamto est à la fois l'expression de l'espoir, mais également l'expression de la prise de conscience d'un seuil de maturité pour le peuple camerounais. Pour lutter efficacement contre une dictature, il faut que toutes les forces, à un moment donné, convergent autour d'une figure. Cette figure, à partir de cet instant, ne s'appartient plus. Cette figure, à partir de cet instant, devient l'emblème de la résistance de tous. Vous le savez très bien, on a tout fait pour isoler le président Maurice Kamto comme étant le leader exclusif, prétendait-on, d'une ethnie camerounaise, l'ethnie des Bamileke. En ce jour du 20 juin 2019, nous avons la preuve absolument établie par les années de lutte qui viennent de s'écouler, qu'il n'en est rien. Le président Maurice Kamto, aux côtés duquel les vaillants conseillers Christian Penda Ekoka, Michel Ndoki, Paul-Éric Kingé, et tous ceux qui, comme Alain Foguet ou bien comme mon doyen et ami Albert Nzongan, payent aujourd'hui le prix lourd de notre liberté collective, eh bien ces gens-là ne sont pas aujourd'hui en prison au Cameroun parce qu'ils se battraient pour l'hégémonie d'un groupe ethnique. Cela n'a pas marché. Cela n'a pas marché parce que le président Kamto a démontré devant la télévision camerounaise, devant la Cour suprême du Cameroun, la Cour constitutionnelle, qu'il était de tous les candidats de l'élection du 7 octobre 2018, celui qui avait le plus de raisons d'affirmer qu'il était le gagnant. Et aujourd'hui, l'Union africaine souhaite précisément qu'il soit absolument libéré pour pouvoir apporter la preuve de ses revendications légitimes devant sa haute instance. Le monde entier a cessé de croire aux mensonges que M. Biya avait formulés concernant la figure historique qui incarne aujourd'hui l'unité de notre résistance, parce que l'Union africaine, l'Union européenne, la puissance américaine, la puissance italienne, la puissance française savent de manière pertinente et indiscutable que, je cite là le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, eh bien, le professeur Maurice Kamto est une figure importante du Cameroun. Le monde entier sait que le professeur Maurice Kamto n'est pas simplement, comme certains ont voulu, à tout prix l'enfermer dans cette boîte, dans cette camisole qu'il croyait être un cercueil pour lui, une figure importante de l'Ouest Cameroun. Non, le président Maurice Kamto d'ailleurs, dans l'histoire du Cameroun, ne s'est jamais fait connaître comme étant une figure importante d'une région du Cameroun. Il ne s'est jamais présenté de cette façon, il n'a jamais revendiqué une conception régionaliste de la République. Jamais. On ne trouvera pas un seul discours, une seule déclaration de Maurice Kamto allant en ce sens. Mais aujourd'hui, j'utilise bel et bien, et je vous appelle à bien noter cette expression, elle est du ministre français des Affaires étrangères. Quand on sait que la République française est aujourd'hui, en réalité, le tuteur de la dictature camerounaise de Paul Biya, eh bien ces mots émanant de la bouche de celui qui est le ministre des Affaires étrangères de la République française, donc qui parle au nom
du président de la République française, Emmanuel Macron, qu'il a d'ailleurs cité dans son allocution du 28 mai à l'Assemblée nationale, appeler Maurice Kamto figure importante du Cameroun, c'est donc lui reconnaître en réalité ce que le scrutin du 7 octobre était déjà censé lui reconnaître, son statut de leader national camerounais. En tout cas, de Camerounais beaucoup plus populaire que M. Paul Barthélémy Biya Bimvondo depuis bientôt 40 ans à la tête du Cameroun sans avoir jamais requis et respecté l'expression souveraine du peuple camerounais. J'étais là dans un préambule pour bien situer les choses, car j'ai le sentiment que dans la durée de la lutte, dans la difficulté de la lutte, dans les obstacles qui nous sont imposés dans cette révolution citoyenne camerounaise, certains faiblissent, perdent de vue l'objectif central, l'axe stratégique central de cette lutte démocratique, pacifique, citoyenne et historique, et se mettent à rêver de schémas parallèles qui sont en réalité l'expression d'une très grande immaturité de vue à propos de la marche aujourd'hui des institutions mondiales, à propos des conditions acceptables de changement politique dans l'Afrique contemporaine, dans le Cameroun même, et finalement à l'échelle du monde. Non, j'insiste bel et bien. Diaspora camerounaise résistante. Peuple camerounais résistant sur le sol national. Non seulement il est légitime, mais il est intelligent, de notre part à tous, de nous grouper comme un seul homme autour du président Maurice Kamto pour poursuivre la lutte. Dès que cette lutte aura 5, 6, 7, 8 visages, prétendant chacun tirer à U et à Dia le statut de chef de l'opposition camerounaise, eh bien cette lutte sera différée, elle sera reportée. J'insiste pour dire que la reconnaissance de ce leadership est non seulement fondée sur les actes juridiques démocratiques du mois d'octobre 2018, qui font que le président Maurice Kamto, malgré les conditions calamiteuses de l'élection du 7 octobre, est de tous les candidats celui qui a manifestement donné la preuve que l'électorat camerounais, bien que minoritairement mobilisé au cœur de cette élection, l'électorat camerounais lui a confié la majorité des voix dans les conditions du 7 octobre. Par conséquent, il a une légitimité liée à l'histoire du processus électoral camerounais récent, mais cette légitimité vient en plus du fait que le projet pour lequel il se bat ne se réduit plus au projet de son parti, le MRC, mais à l'idée de conduire le Cameroun vers un système de concurrence démocratique loyale, équilibré, permettant à toute la diversité, à toute la pluralité des forces vives du Cameroun, eh bien, d'entrer dans une concurrence loyale, d'entrer dans une compétition politique civilisée, qui est l'une des conditions du développement, du progrès durable du Cameroun. J'insiste sur le fait que se tromper sur cet axe, c'est retomber dans les vieux démons du passé, qui non seulement ont paralysé l'opposition camerounaise nationale, mais ont paralysé l'opposition camerounaise diasporique. Donc, je vous remercie. Maintenant, après ces deux précisions, j'en ai une troisième avant d'entrer dans le vif de notre sujet ce soir, c'est-à-dire les 4 points de notre programme. Je voudrais vous dire que cette semaine au Cameroun, nous avons eu une fois de plus la preuve que nous avons affaire à un système politique avec lequel bientôt, en réalité, on doit pouvoir considérer que la fenêtre de négociation va être fermée. Nous avons affaire à un système politique avec lequel la fenêtre de négociation va être bientôt irréversiblement fermée, parce que c'est un système qui est en train d'accomplir au Cameroun, eh bien, les choses les plus inhumaines que l'on puisse imaginer dans l'histoire moderne de la politique. J'en veux pour preuve les dernières nouvelles du goulag de M. Biya. Eh bien, un juge camerounais s'est permis de rendre la décision suivante il y a quelque temps. Je voudrais vous donner brièvement lecture de cette décision. Afin que vous preniez conscience de la gravité de la situation. Alors, le juge en question s'appelle Joseph Elaba. Notez-moi bien ce nom, il s'appelle Joseph Elaba.
Il s'agit d'un juge qui devra bientôt être jugé. Il fait partie de tous ces juges accroupis, indignes, qui, au Cameroun, comme d'ailleurs ailleurs en Afrique, multiplient des faux procès et des faux verdicts en se réfugiant derrière les ordres de leur ministre de tutelle, les ordres du dictateur local, et en participant à la destruction du droit des gens, en participant à la destruction du destin des gens, alors même qu'ils ont à leur disposition un appareillage légal, un appareillage de procédures qui devrait au minimum leur permettre de respecter l'humanité des personnes auxquelles ils ont affaire, en vertu du fait que eux, les juges eux-mêmes, sont supposés être des personnes humaines. Eh bien, ce juge s'appelle Joseph Elaba. Il est juge d'instruction du tribunal de grande instance du Vouri à Douala. Ce juge-là avait été en réalité contacté par les principaux dirigeants de la résistance lancée le 26 janvier par les manifestations pacifiques, à la demande donc notamment du président Maurice Kamto et de tous ceux qui l'accompagnaient dans ce collectif. Ce juge a été saisi par eux d'une plainte. La plainte consistait précisément de la part de ces citoyens, aujourd'hui encore incarcérés sans raison valable. Cette plainte consistait à demander à la justice camerounaise de condamner l'État camerounais pour arrestation, pour brutalité, blessure par balle, assassinat, arrestation, enlèvement et détention injustifiée, prolongation illégale de détention injustifiée depuis le mois de janvier 2019, de citoyens libres qui exerçaient simplement, en réalité, des droits garantis dès le préambule de la Constitution de 1996. La plainte a été introduite par les victimes. Donc tout le monde a vu ce qui leur est arrivé dans les rues de Douala, de Yaoundé, de Bafoussam, etc. Rendez-vous compte que la plainte ayant été introduite, que fait le fameux juge d'instruction Elaba Joseph? Elaba Joseph, en réalité, Elaba Joseph décide d'exiger des victimes des violences du 26 janvier 2019 qu'elles payent d'abord au tribunal d'instance de Douala une caution, une consignation de frais de justice d'un montant de 5 millions de francs CFA avant que leur affaire soit jugée. Je recommence pour que tout le monde note bien ce qu'a fait le juge qui se nomme Joseph Elaba. Un juge qui doit être recherché par le peuple camerounais. Et un juge qui devra être jugé devant le peuple camerounais. Et dont je vous demande de noter le nom dans un calepin. Il s'appelle Joseph Elaba. Il est juge d'instruction, nous dit-il, donc à Douala, au tribunal de grande instance de Douala. Et lui demande à ceux qui ont été blessés, battus, ceux qui ont reçu des balles dans leur corps, ceux qui ont été enlevés, ceux dont les parents ont été assassinés. Il demande à ceux qui sont emprisonnés depuis le mois de janvier, soit bientôt 6 mois, de manière injuste et arbitraire, il leur demande, avant d'examiner leur affaire, de verser 5 millions de francs CFA de caution judiciaire. Ainsi, le Cameroun entre dans l'histoire, le Cameroun de Paul Biya entre dans l'histoire comme le pays dans lequel la victime est appelée à payer le coupable pour que le coupable juge la plainte de la victime. C'est-à-dire que le juge qui répond donc du ministère de la Justice considère que pour examiner les violences dont des forces supposées être des forces de l'État, des forces de l'ordre, mises en mouvement par l'État légal du Cameroun, ce juge dit que pour juger des crimes, des blessures, des actes délictueux commis par les forces de l'ordre du régime, le régime demande à ses victimes de le payer, de financer le procès dans lequel le régime est supposé lui-même se condamner. Je tenais à vous donner cette information parce que je considère que le niveau de cynisme et de méchanceté auquel nous avons atteint, niveau de cynisme et de méchanceté que nous avons atteint
désormais au Cameroun est de telle nature que la fenêtre du dialogue avec le régime de M. Paul Barthélémy Biya, eh bien, elle va inexorablement se fermer. Et avec le régime de M. Paul Barthélémy Biya, malheureusement, va se livrer une lutte à vie ou à mort dans les conditions que nous sommes en train d'observer. Si même des juges qui sont contactés par des citoyens afin d'examiner des violations, des brutalités avérées qu'ils ont subies, demandent aux citoyens, au nom de l'État, de payer les frais du procès comme condition pour que le procès soit ouvert, il est très clair, bien sûr, que nous n'avons même plus affaire à un État, nous avons affaire à une association de malfaiteurs, un groupe de voyous, dont certains s'habillent en robe de magistrat, d'autres, bien sûr, se sont autoproclamés président de la République, d'autres se prennent pour des ministres de la République alors qu'il s'agit en réalité de ministrions, hein, à l'exemple de l'infect et abject Jean de Diable Momo qui traîne sur les réseaux sociaux à la recherche de querelles, témoignant en réalité de la vacuité de ses occupations ministérielles au quotidien, eh bien, nous avons désormais affaire, en réalité, très manifestement, à un groupe de voyous, à une association de voyous qui habite les meubles de la République du Cameroun et avec laquelle il faut prévoir que le dialogue ne va pas être possible. Il est très difficile de dialoguer avec des gens qui n'ont même pas un principe. Il va être très difficile de dialoguer avec des gens qui n'ont même pas un principe. Et peut-être même qui ont oublié le sens du mot principe. Car oser demander aux prisonniers de la dictature de Biya de payer les tribunaux afin que les tribunaux examinent les violations dont ils sont victimes, c'est littéralement, en réalité, incarner dans la politique publique les arts du diable. Nous avons là le visage même du diable. C'est le diabolicum, c'est le diabolos, dans sa forme la plus crue. Le régime de Biya, ces 30 à 35 dernières années, nous avait habitués à ruser, à dissimuler un tant soit peu, en réalité, son visage ubuesque. Nous avons affaire maintenant à un régime qui ne se donne même plus de la distance avec lui-même. Nous avons affaire à un régime dont le masque a brûlé le visage. Un régime donc qui par conséquent affiche très clairement son incapacité en fait à dialoguer. Son incapacité à construire et à participer de la construction d'un nouveau consensus. Et je voulais souligner ce fait pour que tout le monde se rende bien compte qu'avec un tel régime, alors que la révolution veut passer par une discussion, veut passer par une renégociation du contrat socio-républicain, on se rend compte avec un tel régime qu'en réalité, le peuple camerounais est mis en demeure de balayer, je dis bien de balayer, la totalité de ce régime, rien n'étant pratiquement sauvable de ces structures. Car quand un régime n'est même pas capable d'entendre les plaintes, d'écouter les plaintes de ses victimes, mais il n'y a plus de commune mesure humaine entre les victimes et les coupables. Il n'y a plus de commune mesure humaine entre le régime et le peuple. Le régime s'installe complètement dans l'inhumanité. Il s'installe complètement dans un monde qui va être en réalité un monde infra-humain. Le régime s'installe carrément dans une zone à partir de laquelle il n'est pas possible d'avoir une parole qui va et une parole qui revient. Je tenais à souligner ce fait avant d'entrer maintenant dans le détail de notre programme du jour. Dans notre programme du jour, eh bien, nous avions une question centrale. Je la formule tout de suite. Comment faire en sorte que les forces de l'amour triomphent des forces de la peur afin de rendre possible un Cameroun État de droit, un Cameroun démocratique, un Cameroun moderne et prospère pour tous ses habitants. Je recommence cette question centrale qui reviendra souvent et à laquelle je voudrais répondre en examinant les 4 points de cette conférence. Comment faire de telle sorte
que les forces de l'amour, les énergies de l'amour, c'est-à-dire de la considération de l'être humain pour son semblable, triomphent des énergies actuellement dominantes de la peur, c'est-à-dire de la méfiance, du mépris, de la haine de l'être humain envers son semblable. Car ce sont en réalité les deux principes qui sont en lutte depuis la naissance moderne de la nation camerounaise. Comment faire enfin pour que les énergies constructives triomphent du règne bientôt soixantenaire, et même plus que soixantenaire, des forces destructives, si on cumule les années de la République faussement décolonisée et les années coloniales? Eh bien, il me semble que pour répondre à cette question, qui est la question fondamentale, il nous faut, à chaque étape et à chacune de nos analyses, commencer par faire un bilan de l'état de la révolution. Quel est le bilan de l'état de la révolution? La révolution citoyenne camerounaise, comment se porte-t-elle? C'est donc cela le premier point de notre conférence du jour. J'observe, chers amis, que le peuple camerounais est en train de se réorganiser en deux principales classes sociopolitiques. Je l'ai déjà démontré dans mes vidéos précédentes. Il y a deux principales classes sociopolitiques qui sont en train de s'organiser. Peut-être pas très rapidement à notre goût, mais qui sont en train de s'organiser dans les tréfonds, dans les entrailles du peuple camerounais. Il y a, d'une part, la catégorie des sardinards. Les sardinards, c'est la minorité politique qui domine aujourd'hui le Cameroun par la ruse, par la violence et par le mensonge. Cette minorité que certains ont appelée, eh bien, les membres de la Sardinavie, je l'ai définie pour ma part comme un ensemble d'individus reptiliens. Je vais expliquer chacun de ces mots. Individus reptiliens parce qu'ils ont essentiellement construit leur mode de vie, leur citoyenneté, ou du moins ce qui en reste, autour de la paresse, de l'usurpation, du mensonge, de la violence et de l'injustice. Vous voyez comment je retravaille à chaque conférence ces concepts de sardinard et de tontinard. Le sardinard est un individu reptilien dont la vie est structurée autour de la paresse, de l'usurpation, du mensonge, de la violence et de l'injustice. D'abord, je dis que c'est un individu reptilien. On pourrait même dire un individu reptilisé. Vous savez ce que c'est qu'un reptile? Un reptile, c'est un animal caractérisé par le fait qu'il rampe. C'est un animal qui évolue à plat ventre. C'est un animal aplati. C'est un animal caractérisé par son horizontalité. N'est-ce pas? C'est ça un reptile. D'ailleurs, c'est pour cela que les forces reptiliennes aiment forcer les citoyens à ramper. Parce que quand on fait ramper un homme, on le reptilise. On le réduit au statut de lézard, de souris. On le réduit au statut de saurien. On le réduit au statut de serpent. Hein? Faire ramper un citoyen libre, faire ramper un être humain, c'est réduire l'humain au statut d'être rampant, d'être reptilien. Mais la reptilisation n'est pas que physique. Ce n'est pas seulement cette brutalité typique de la milice satrapique de M. Biya, qui pousse et qui baigne les gens dans la boue, dans la merde, qui piétine les hommes, les femmes, dont il s'empare des corps. La reptilisation, c'est aussi le fait que, eh bien, le sardinard est préparé à se soumettre. Il est préparé à accepter le diktat de celui qui détient soit la puissance politique, soit la puissance financière, soit la puissance physique, soit la puissance psychologique du moment. Donc en réalité, le sardinard est un être soumis de l'intérieur.
En lui est détruite la capacité de se poser des questions. Se poser des questions sur ce qu'on lui demande. En lui est détruite la capacité de faire objection aux choses les plus abjectes qu'on lui demande de faire. Dans le sardinard, le ressort du questionnement critique est cassé. Donc, il est reptilisé extérieurement. Vous voyez la forme et la position du corps de Bidungpat, qui est un grand prophète et un grand prêtre sardinard. Vous voyez bien la position du corps de Bidungpat quand il salue Bia. Regardez la position du corps de Famendongo quand il salue Bia. Regardez leur concours. Le fameux Bidungpat Challenge, c'est un concours reptilien. C'est un concours reptilien. Parce que ce sont des êtres qui sont prédisposés intérieurement à se soumettre à la monstruosité. Ce sont des gens qui sont prêts à adorer le veau d'or de l'instinct dans l'instant. En réalité, ils ont une apparence humaine, mais leur essence est devenue infra-humaine. Ce sont des sauriens, ce sont des reptiles, ce sont en réalité des survivances de l'évolution des espèces monstrueuses de la préhistoire humaine qui viennent habiter ces êtres humains. D'ailleurs, quelques-uns des rituels nocturnes des sardinards consistent à avoir, dans certains de leurs milieux, des rapports sexuels avec des animaux. Pratique dans laquelle ils pensent ainsi acquérir effectivement les énergies les plus profondes de leur art infect, monstrueux et ténébreux. Parmi les sardinards, en effet, on trouve des groupes de zoophiles, de gens qui se comportent avec les animaux comme un homme peut se comporter avec la femme qu'il aime, comme une femme peut se comporter avec l'homme qu'elle aime. Il s'agit là que vous compreniez la psychologie du sardinard. C'est une bête monstrueuse à l'intérieur, mais bien sûr, qui bien souvent se donne les atours de la lumière. Le sardinard, dans toute la mesure du possible, s'habille de manière ostentatoire. Il est d'un luxe exhibitoire. Il est d'une apparence absolument angélique. Mais son âme est glauque. Son âme est profondément ténébreuse. Son âme est habitée par les pulsions et les passions de la destruction. Un grand psychanalyste d'origine autrichienne, Sigmund Freud, a élaboré, en s'inspirant de la langue grecque, un mot pour décrire la psychologie du sardinard que nous voulons saisir, c'est le mot thanatos. C'est-à-dire que le sardinard, il est rongé, habité et inspiré par l'instinct de mort. Il ne vit que de la mort. Il vit de la mort d'autrui, bien sûr. Il vit du travail d'autrui qu'il tue, bien sûr. Il vit du pays qu'il devrait pourtant partager avec les autres, pays qu'il soumet à la mort et à la destruction. Le sardinard est un être thanatocratique. Il est dominé par la pulsion de mort. C'est pour ça que je dis qu'il est reptilisé. Sa deuxième caractéristique, c'est qu'il est paresseux. Autrement dit, le sardinard ne transforme jamais sérieusement lui-même la nature, puisqu'il n'a pas transformé sa propre nature, et que la bête en lui domine toutes les possibilités de l'ange. Le sardinard, par conséquent, est un stratège de la cueillette, du rapt, du prélèvement, du fruit du travail des autres. Voilà pourquoi les sardinards ne s'embarrassent pas de voler des centaines, les milliers de milliards du Cameroun depuis des décennies. Voilà pourquoi les sardinards ne s'embarrassent pas de posséder à l'étranger, avec l'argent public du peuple camerounais, des demeures dont ils ne bénéficieront probablement jamais. Parce qu'à peine ils auront perdu leur position de privilège au Cameroun, que les systèmes juridiques des pays qui les accueillent s'empresseront de saisir ces biens et de les reverser dans leur cause humanitaire. Si les États nouveaux, les gouvernements nouveaux, ne parviennent pas à établir effectivement les procédures permettant de rapatrier ces richesses. Le sardinard est un paresseux
Et vous savez que la paresse est une stratégie qui consiste à vivre du travail des autres. Le paresseux est certes dominé par la bête, mais le paresseux n'est pas bête. Il a une intelligence négative. C'est de se placer au bon endroit pour profiter du travail des autres. Le paresseux sait où se trouve le frigo. Il sait où se trouve la caisse. Le paresseux sait où se trouvent les matières premières. Le paresseux sait à quel endroit est-ce qu'on dépose les revenus du travail. Et c'est à cet endroit que le sardinard aime être. Il aime être au meilleur poste possible à la douane. Il aime être au meilleur poste possible à l'aéroport. Il aime être au meilleur poste possible au ministère des Finances. Il aime être au meilleur poste possible dans les entreprises publiques et parapubliques. Il aime être au meilleur poste possible dans l'ambassade, à l'endroit où l'argent passe. Eh bien, le sardinard, bien souvent, s'accroche. Car c'est là qu'il prélève le sang, les larmes, la sueur du peuple camerounais en labeur. Le sardinard est un usurpateur. C'est par nature cela, le sardinard. Il aime prendre la place des autres, même s'il ne peut pas faire ce que les autres savent faire. Car, vivant du travail des autres, eh bien, il ne se gêne pas de les priver aux besoins de leur place, parce que leur place lui permet d'en jouir. Le sardinard est foncièrement un menteur. C'est pour cela que les sardinards ne supportent pas des débats contradictoires et argumentés. C'est pour cela que les sardinards aiment recourir à la police, à la gendarmerie, aux renseignements généraux, aux menaces de mort. C'est pour cela que les sardinards aiment recourir aux blessures, aux coups, aux assassinats politiques. C'est pour cela que le système sardinard repose essentiellement sur la milice tribalo-fasciste incrustée dans les armées police-gendarmerie camerounaises à travers les corps que sont, vous le savez très bien, le bataillon d'intervention rapide BIR, la garde présidentielle, la sécurité militaire, les renseignements généraux. Eh bien, tous ces corps prétendument d'élite sont en réalité l'expression vivante de l'appareil d'usurpation sardinarde. Et voilà pourquoi le sardinard investit énormément dans la violence. Puisqu'on ne peut pas battre Maurice Kamto et ses compagnons dans les urnes, puisqu'on ne peut pas les battre dans les prétoires, puisqu'on ne peut pas les battre dans la diplomatie internationale, puisqu'on ne peut pas les battre dans les médias, eh bien, il ne reste plus qu'à s'emparer de leur corps et les empêcher de s'épanouir. Telle est la logique du sardinard. Et voilà pourquoi je conclus en disant que le sardinard est essentiellement injuste. Il vit de l'injustice, c'est-à-dire, en réalité, du non-respect de la réciprocité des droits et devoirs. Dans une république, il vit dans le mépris du mérite, de la compétence, il vit dans le mépris de la propriété privée, de la propriété publique, il vit dans le mépris de l'intérêt d'autrui et de l'intérêt général. Le sardinard est un anti-républicain, un anti-patriote, un anti-homme. Le sardinard est par définition une aberration humaine. J'insiste pour dire que le sardinard appartient à toutes les ethnies et à toutes les tribus du Cameroun. Il n'y a pas au Cameroun de famille sans sardinard. Il n'y a pas au Cameroun de clan sans sardinard. Il n'y a pas au Cameroun d'ethnie sans sardinard. Il n'y a pas au Cameroun de région sans sardinard. Il n'y a pas au Cameroun de parti politique sans sardinard. Car en réalité, même dans les partis politiques de l'opposition résistante, il y a des sardinards qui s'infiltrent dans le cadre de leur mission. Et dans le but de vivre en saprofite de la livraison des dignes enfants de la patrie et de la République. Il n'y a pas de diaspora sans sardinard. Il n'y a pas de parti politique, de groupe, d'association de la diaspora qui soit sûr de ne pas être infiltré par des sardinards. Il faut que vous preniez conscience que le concept de sardinard est un concept transversal. Et il faut que ce concept soit suffisamment transversal pour que la séparation frontale entre les deux
types de citoyens camerounais qui doivent s'affronter dans ce siècle, cette séparation soit posée afin que le duel soit clair et net. Face au sardinard, nous avons la figure du tontinard. Le tontinard est un être verticalisé, c'est un être debout. Ce n'est pas un être reptilien. Le sardinard est horizontal, reptilien, rampant. Le tontinard est un être debout. Pourquoi est-il debout? Mais parce qu'il se lève tôt. Il se lève tôt pour aller travailler. Et il ne dépense pas tous les fruits de son travail. Il en garde. Il tontinise une partie des fruits de son travail pour affronter l'avenir. Préparer son avenir, préparer l'avenir des siens et se préparer à participer à l'avenir de son pays. L'esprit tontinard est un esprit travailleur, est un esprit prévoyant, est un esprit anticipatif. Qualité humaine fondamentale. Ne dit-on pas à juste raison que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt et que celui qui veut aller loin doit savoir ménager sa monture? Vertical car il travaille et vit de son travail, mais le tontinard n'a pas besoin de vivre de génuflexion. Il demande à être reconnu comme une personne humaine à part entière et non pas comme une personne humaine entièrement à part. Par conséquent, le tontinard est un amoureux du mérite. Il est admiratif du mérite. Un enfant qui joue bien au ballon. Nous, au Cameroun, nous l'aimons un enfant qui joue bien au ballon. Parce qu'il mérite son poste. Il mérite son poste et les mouilleurs ne doivent pas jouer à la place des meilleurs. On connaît ça au quartier. C'est une des caractéristiques de l'esprit camerounais. Au quartier, quand on arrive vers 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, et qu'on a déjà joué au foot ensemble, on sait qui est mouilleur. Et on sait qui joue bien. Et quand il y a vraiment des aînés qui sont objectifs, l'équipe du quartier est faite des meilleurs gars à tous les postes. Ce qui est le principe d'une véritable sélection nationale. C'est le mérite. Ce n'est pas simplement la prétention. L'effort est au cœur de la psychologie du tontinard, parce que le tontinard ne croit pas au gain facile. Le tontinard n'a pas un esprit de loterie. Il n'a pas un esprit flottambo. Il n'a pas un esprit PMUciste. Le tontinard ne bâtit pas sa vie sur la somme des hasards sur lesquels il compte, ou sur la prochaine bière qu'il va attraper au bar. Je recommence. Le tontinard ne bâtit pas son avenir sur la somme des hasards sur lesquels il compte, ou sur la prochaine bière qu'il va attraper au bar. Il sait que ce qu'il obtiendra de durable est ce pourquoi il aura donné lui-même le meilleur de lui-même. Le tontinard est caractérisé par le désir de vérité. Il veut vraiment comprendre le monde, se comprendre lui-même. Il veut vivre en respectant des principes qui sont vrais pour tous et pour chacun, pas uniquement pour lui. Il est habité par un désir de justice, d'égalité, de fraternité, de liberté humaine. Ainsi décrit, le tontinard appartient à toutes les familles du Cameroun. Le tontinard appartient à tous les clans du Cameroun. Le tontinard appartient à toutes les tribus du Cameroun. Le tontinard appartient à toutes les ethnies du Cameroun. Le tontinard appartient à toutes les régions du Cameroun. Le tontinard appartient à toutes les associations civiles ou politiques du Cameroun. Car en réalité, vous allez voir apparaître bientôt, au cœur même de l'appareil du pouvoir, les tontinards dominés qui attendent que la lutte des véritables et authentiques tontinards les libère de leur inhibition, dans leur accompagnement pour le monstre qui nous gouverne, ou plutôt nous administre dans ce pays. Le tontinard est présent dans toutes les associations potentielles de la diaspora. Pourquoi je dis cela systématiquement?
Je dis cela parce que quand on est un véritable tontinard, c'est-à-dire un citoyen mu par l'instinct d'égalité, de fraternité, de liberté, on doit être très vigilant à ne pas reproduire les injustices qu'on a subies. On doit être très vigilant à ne pas reproduire les injustices qu'on a subies, c'est-à-dire qu'on doit être attentif aux efforts de changement qui peuvent apparaître parmi ceux que nous considérons à un moment donné comme des ennemis ou à un autre moment comme des adversaires. N'oublions jamais que la manière de combattre le mal dit quelque chose du bien que nous revendiquons. Je recommence. N'oublions jamais que la manière de combattre le mal que nous condamnons dit quelque chose de la valeur du bien que nous revendiquons. Voilà pourquoi la révolution sociale et politique camerounaise a gagné, à travers ces deux concepts, un moyen de clarification. Utilisons ce moyen de clarification pour accélérer la contradiction principale. La grande contradiction principale de ce pays sera une confrontation fondamentale, frontale, décisive entre la classe sociale des sardinards, qui est une minorité destructrice, nuisible, nocive, monstrueuse, scandaleuse, ubuesque, et la classe sociopolitique des tontinards, qui représente l'écrasante majorité de ce peuple, et qui en partie est otage de la minorité, et pour l'autre est désormais résolument libéré dans sa tête, si ce n'est dans son corps, afin de mener le combat. Oui, quand je fais l'état de la révolution camerounaise, je dis les choses se clarifient, les choses s'éclaircissent désormais au Cameroun. Désormais au Cameroun, grâce à cette distinction sardinard, tontinard, eh bien, nous savons progressivement qui est qui. Et nous savons avec qui nous menons ou ne menons pas les batailles. Une grande confrontation se prépare et il faut tout faire pour que cette confrontation soit transversale à la société camerounaise. Car en réalité, il faut que l'opposition entre sardinards et tontinards, entre reptiliens et verticalisés, entre hommes animalisés, bestialisés, et hommes humanisés, élevés, valorisés par l'effort, par le mérite, par le travail, par l'amour de la vérité et de la justice, il faut que cette opposition traverse toute la société camerounaise. Il faut que cette opposition fondamentale traverse toute la société camerounaise. J'insiste sur cette idée-là parce que vraiment c'est la clé du bilan de la révolution aujourd'hui. Si ce n'est pas clair dans votre esprit, vous n'avez pas l'outil avec lequel vous devez aller à la recherche des forces à rassembler pour mener la lutte. Oui, l'opposition sardinard-tontinard traverse nos familles, nos clans, nos tribus, nos ethnies, nos partis politiques, nos communautés religieuses, nos groupes ésotériques. Je rappelle même que cette opposition sardinard-tontinard, elle a lieu aujourd'hui dans la Rose-Croix camerounaise, elle a lieu dans la franc-maçonnerie camerounaise, elle a lieu dans toutes les principales religions connues au Cameroun, elle a lieu dans toutes les associations de la diaspora camerounaise. Je vous le dis, c'est une opposition qui a lieu dans tout ce qui regroupe les Camerounais. Et nous devons travailler à aiguiser cette opposition de telle façon que nous rassemblions justement les forces de la tontinardie, les forces tontinardes qui sont en réalité les forces de vie, les forces d'amour, les forces de mérite et de justice, que nous les rassemblions largement, le plus largement possible, à travers toutes les mailles et toutes les failles de la société camerounaise, avant de jeter magistralement ce contrepoids contre les forces monstrueuses, reptiliennes, justement, de la sardine à vie. Il faut que vous compreniez, c'est ça la grande opération alchimique de ce 21e siècle camerounais, c'est ça. Quand je dis ces choses-là, il faudrait que vous vérifiez. Hein. Vous avez une famille, non? Comme moi, j'en ai une. Est-ce que vous ne connaissez pas des sardinards dans votre famille? Il n'y en a pas? Quand vous regardez dans votre famille, là, élargie, cherchez dans les cousins de tel côté, vous n'en trouvez pas qui servent le régime Biya? Vous n'en trouvez pas? Vous n'en trouvez pas qui sont imbibés de cette corruption régnante? Vous n'en trouvez pas? Il faut être de mauvaise foi.
Il faut être de mauvaise foi pour ne pas reconnaître que la société camerounaise est tellement pourrie que chacun d'entre nous sait que ça se passe à sa porte. Et pendant longtemps, ça a été l'une des grandes victoires de Biya. Réussir à normaliser la pourriture. À faire de la pourriture le repère de tous. À travers la fameuse expression, on va faire comment? Tu veux même nous montrer quoi? Vous avez compris? Regardez bien dans ce que vous appelez vos clans. Regardez bien dans ce que vous appelez vos tribus, vos ethnies, votre région, votre village, votre commune. Regardez même dans vos partis, associations, etc. Si vous regardez bien, avec les concepts que je viens d'aiguiser encore un peu plus, vous allez voir des sardinards. Vous allez les voir. Parfois même ils ne sont pas loin. C'est parce que vous avez tendance à aller chercher chez le voisin que vous ne les voyez pas bien. Il s'ensuit que, en réalité, nous devons prendre conscience que c'est en luttant contre nous-mêmes d'abord que nous serons capables ensemble de lutter contre le mal qui nous ronge. Je recommence. Tout le monde doit donc bien comprendre que c'est d'abord en luttant contre nous-mêmes, c'est-à-dire contre nos propres tendances à reproduire le mal que nous condamnons, que nous allons pouvoir mettre ensemble des énergies positives pour lutter contre le mal qui nous pèse dessus tous ensemble. On a donc rien fait. Il faut que ce bilan des forces sociales rentre dans le crâne de chacun d'entre nous, que chacun d'entre nous prenne bien à cœur de travailler ses réflexes corporels, mentaux, de paroles, d'action, de telle façon à être authentiquement un tontinard idéal. Nous devons accomplir dans nos vies l'idéal tontinard. Et si nous accomplissons dans nos vies l'idéal tontinard, nous serons capables, en unissant les forces de ceux qui auront fait l'effort de cultiver ces valeurs du travail, du mérite, de l'effort, de la quête de vérité, de justice, de liberté, en mettant leurs forces ensemble, nous aurons une énergie formidable. Une énergie infiniment plus puissante que toutes les centrales nucléaires de ce monde. Cette énergie s'appelle l'énergie sublime de l'amour. Donc je viens de vous répondre de cette façon-là à la question de l'état de la révolution du point de vue social. Et j'ai dit que la révolution du point de vue social possède un outil de lutte, et nous devons donc faire de cet outil de lutte un couple conceptuel, un scalpel qui va nous permettre de clarifier notre société, de nous clarifier nous-mêmes, dans notre rapport à nous-mêmes. Tous ceux qui ont compris ce premier point ont forcément compris qu'on ne peut pas être un tontinard authentique et être tribaliste. Et appeler d'une manière ou d'une autre à l'hégémonie ou à la vengeance d'une ethnie camerounaise contre une autre. Ce n'est pas possible. Si vous combattez le tribalisme en appelant à l'hégémonie d'une tribu ou d'une ethnie camerounaise, vous êtes contaminé par des réflexes de sardinard. Car vous vous mettez à croire que la simple appartenance à un groupe humain, à un groupe historique du Cameroun, qui par ailleurs d'ailleurs est un groupe mobile, dynamique et changeable, eh bien, si vous vous mettez à croire que la simple appartenance à un groupe humain vous donne tous les droits sur tous les autres groupes humains d'un territoire donné, mais vous pensez exactement comme les sardinards qui tiennent le pays en otage. On ne peut donc pas être tontinard et promouvoir par son langage, par son comportement, par ses slogans, par ses mots d'ordre, de près ou de loin, l'idée d'une rivalité intercamerounaise sur la base des appartenances ethniques. Dès qu'on contracte ce virus, on fait le travail et on fait l'affaire des sardinards. Car les sardinards ont régné sur ce pays en utilisant justement, à travers le fameux équilibre régional, la manipulation de l'ethnicité comme variable d'ajustement de leur propre équilibre. On ne peut pas être sécessionniste quand on est tontinard. On ne peut pas être sécessionniste. Parce que le sécessionnisme suppose l'illusion que l'Afrique puisse se développer dans la séparation de ses enfants. Après 6 siècles de domination, de balkanisation, de division, après le tracé de frontières artificielles entre les peuples humains d'Afrique par les puissances coloniales,
toute personne qui considère qu'on ne peut se développer en Afrique qu'en se coupant de tous les autres, cette personne-là est contaminée par des éléments de sardinavie. Car ça consiste à dire qu'en réalité, la justice politique consiste à confisquer une région de la terre pour une catégorie d'hommes. Ce n'est plus possible. Aujourd'hui, sur la terre, la politique se fait dans l'ouverture à l'autre. La politique se fait dans la relation avec l'autre. La politique se fait dans la construction d'unions souples, d'unions respectueuses des droits et devoirs mutuels. C'est dans ce sens que se fait la politique, non plus dans le repli. La politique ne se fait plus dans les logiques de vase clos. La politique ne se fait plus dans l'opposition aveugle du nous et du eux. Ce n'est plus comme cela que la politique authentique se fait, mais au contraire dans l'anticipation du type de relation qu'on aura à tisser avec les autres, parce que les autres existent. Quel que soit le type de politique qu'on fait, on a affaire aux autres et aux revendications des autres et à la capacité des autres de rester face à nous, même quand nous ne voudrions pas que les autres restassent face à nous. C'est important que les gens comprennent qu'on ne peut pas être un authentique tontinard et être tribaliste. Même pas tribaliste, anti-tribaliste. On ne peut pas être un authentique tontinard et être sécessionniste. Même pas un sécessionnisme anti-unitariste. Non, non, non. On ne peut pas être tontinard et être régionaliste. J'ai écouté cette semaine la déclaration d'une élite du Grand Nord présentant l'échec du développement de la région qui va de Ngaoundéré pratiquement jusqu'à Maroua, jusqu'au lac Tchad. Les revendications de cette élite du Grand Nord étaient parfaitement fondées. Elles indiquent à quel point, alors que le régime Biya s'est toujours fabriqué du bétail électoral réel et imaginaire, de Ngaoundéré jusqu'à Maroua, eh bien, ces régions font partie aujourd'hui, 60 ans après les indépendances des années 60, elles font partie des plus enclavées de la terre, de la surface de la terre. L'erreur que commet cette élite que j'écoutais, c'est de poser ce problème dans des termes qui laissent entendre que ces problèmes ne se posent que pour, effectivement, la Damawa, le nord et l'extrême nord du Cameroun. Pour penser ainsi, il faut ne pas connaître l'est du Cameroun. Pour penser ainsi, il faut ne pas connaître le sud du Cameroun, le centre du Cameroun. Pour penser ainsi, il faut ne pas connaître des régions de l'ouest du Cameroun. Pour penser ainsi, il faut ne pas connaître le littoral. Car je ne connais pas une seule région du Cameroun où des problèmes d'enclavement humiliants ne soient pas constatables à l'instant T où je parle. Prenez seulement ma petite ville de Yabassi dans l'Unkam, que je connais bien. Allez voir la bretelle qui lie Yabassi à Douala. Yabassi qui est à moins de 60 km de Douala. Allez voir, pendant les saisons pluvieuses, les acrobaties par lesquelles les véhicules doivent s'y rendre. Donc, j'insiste pour dire que le régionalisme, le sécessionnisme et le tribalisme ne peuvent pas être des vertus tontinardes. Et tous ceux qui cultivent ces vertus sont en réalité des serviteurs, volontaires ou involontaires, de la sardinavie. Quel est l'état de la révolution sur le plan économique? Comment se porte la révolution citoyenne, la résistance citoyenne sur le plan économique? J'ai parlé du plan social. Sur le plan économique, j'observe que la révolution camerounaise est en train de repenser son mode de mobilisation des ressources. Il y a un très grand problème dans la résistance camerounaise contre le régime de M. Biya, c'est que cette résistance n'a pas encore mis en place des canaux, des formes de mobilisation de ressources qui soient fiables, consensuelles, exemplaires, non seulement par leur transparence, mais également par leur efficacité. Il y a une grande question qui se pose aujourd'hui. Dans quel cadre fiable peut-on rassembler les moyens pour combattre Biya? Vous voyez, je m'intéresse à des problèmes profonds qui se posent à nous. Qui a les moyens dont nous avons besoin pour combattre le régime Biya et pour permettre une transition vers une véritable république démocratique, vers un état de droit, vers ce que pour ma part j'appelle la république fédérale du XXIe siècle camerounais? Où se trouve cet argent? Eh bien, cet argent se trouve dans le petit peuple, qui peut donner 50 francs ou 100 francs. Cet argent se trouve
dans les associations de lutte pour les droits de l'homme. On peut le trouver là-dedans. Cet argent peut être acheminé à travers les partis politiques de l'opposition, à condition que ce soit des partis politiques de l'opposition véritable. Car en réalité, paradoxalement, si vous vous adressez au premier parti politique d'opposition venu, il peut arriver que les moyens que vous mettez à sa disposition soient en réalité des moyens que vous mettez à disposition des sardinards. Dès lors que ce parti d'opposition est noyauté ou infiltré ou contrôlé entièrement par des représentants de l'ordre sardinard, de la satrapie de M. Biya. L'argent peut se trouver dans les associations citoyennes diverses sur le territoire national et bien sûr dans la diaspora. Alors, mais le problème est encore celui-ci. Comment s'assurer, si on contribue à chacun de ces niveaux que je viens de citer, comment s'assurer que la contribution que l'on va faire va effectivement servir à la lutte? Eh bien, il me semble que je dois répondre ici à un problème que la Révolution rencontre. Il ne faut mettre de l'argent que dans des structures fiables et crédibles. Des structures fiables et crédibles. Question. Comment identifier des structures fiables et crédibles? Premier critère. Les responsables de ces structures doivent être connus de longue date pour leur honnêteté et leur crédibilité. Vous faites une enquête pour savoir si les responsables de cette structure ont de près ou de loin été associés objectivement à des activités frauduleuses de détournement de biens publics ou alors d'escroquerie. Ça, c'est un. Attention, il y a parfois des faux procès en escroquerie maintenant, surtout avec la facilité d'Internet. Vous devez faire l'effort de vous donner les moyens d'enquêter sur la crédibilité des personnes auxquelles, des associations auxquelles, des groupes auxquels, des partis auxquels vous confiez vos revenus. Vous confiez vos moyens pour favoriser la lutte. Pour cela, il faut faire une enquête de moralité. Il faut mener une enquête de moralité sur les gens. Savoir dans quoi ils trempent, dans quoi ils ont trempé. Évaluer éventuellement les calomnies, les ragots dont ils peuvent être victimes et les faits dont ils ont été reconnus coupables. Car bien souvent, il existe dans la diversité de ceux qui appellent à des donations, des personnes dont on peut aisément reconstituer le passé financier crapuleux et l'inconsistance morale. Deuxièmement, quand vous contribuez pour la lutte, il faut un mode de collecte objectif, transparent et traçable. Je recommence. La deuxième condition, c'est qu'il faut un mode de collecte objectif, transparent et traçable. C'est-à-dire que la structure qui vous fait contribuer doit vous dire où va votre argent, vous montrer ce que votre argent devient, vous donner reçu de votre argent que vous avez donné, pour que vous soyez capable de montrer que vous avez donné, et vous rendre compte du processus d'usage de votre argent en indiquant l'action que votre argent a permis de mener et en vous mettant en relation avec le bilan de l'usage qui en a été fait. Ça, c'est la deuxième condition. La troisième condition, pour contribuer efficacement à la lutte du peuple camerounais, c'est que si vous confiez votre argent à un groupe, à une association, à une personne morale quelconque, vous devez vous assurer que cette personne vous donne des garanties de contrôle rétrospectif de l'usage qu'elle fait ou que cette association ou ce groupe font des moyens mis à leur disposition. Enfin, il me semble qu'il y a une quatrième condition pour mettre des fonds à disposition d'une quelconque personnalité, d'un quelconque groupe, d'une quelconque organisation, que ce soit sur le terrain national ou dans la diaspora. Il faut que les objectifs de cette personnalité, il faut que les objectifs de cette association, de ce groupe, soient des objectifs citoyens transversaux. C'est-à-dire des objectifs qui portent sur la question fondamentale de notre lutte, à savoir mettre ensemble nos forces pour obtenir la victoire des forces de l'amour, c'est-à-dire les forces du travail, du mérite, de l'effort, de la vérité et de la justice, de la liberté, sur les forces reptiliennes de la paresse, de l'usurpation, du mensonge, de la violence et de l'injustice. Bref, en réalité, vous devez veiller à contribuer systématiquement
pour la véritable tontinardie et contre la véritable sardinavie. Je recommence. Vous devez veiller à contribuer systématiquement et objectivement pour la véritable tontinardie contre la véritable sardinavie. Je vous ai donné là, en réalité, 4 critères. Ceux qui réécouteront cette conférence pourront toujours prendre tranquillement quelques notes et méditer sur ces critères qui sont le fruit de mes réflexions ces 2 dernières semaines et de mes observations. Car, chers amis, j'en profite pour vous dire que ce qui oppose les Camerounais, ce n'est pas seulement le pouvoir. Ce qui oppose facilement les Camerounais et les hommes en général, eh bien, c'est l'argent, quand ce n'est pas le sexe. Le pouvoir, l'argent et le sexe sont les explosifs de toutes les organisations et des sociétés humaines. Dans une lutte comme celle dans laquelle nous sommes engagés, les conflits de pouvoir sont souvent accompagnés et aggravés par des conflits de transparence dans la gestion des moyens financiers. Il s'ensuit que ceux qui veulent incarner le changement au Cameroun doivent veiller à être exemplaires dans la gestion des moyens mis à leur disposition par des citoyens sincèrement, passionnément, généreusement engagés pour le changement. La lutte citoyenne camerounaise ne doit pas devenir, pour des gens qui prétendent être des tontinards authentiques, un business. Dès lors que cette lutte devient un business, vous avez identifié un sardinard. Dès lors que cette lutte devient un enjeu de contrôle exceptionnel, de moyens collectifs, par une personnalité, vous avez identifié un sardinard. Je vous ai dit que les sardinards, nous en avons dans toutes nos familles, dans tous nos clans, dans toutes nos tribus, dans toutes nos ethnies, dans toutes nos régions, dans toutes nos associations, dans tous nos partis politiques. Nous en avons des sardinards. Je le disais exprès, pour que vous voyez comment ça s'applique à cette question de la gestion des moyens économiques de la révolution. Il faut donc que les 4 critères que j'ai évoqués soient remplis pour que nous ayons une réduction des conflits nés autour de la gestion de l'argent à l'intérieur des appareils de la résistance. Car si nous nous prenons garde, ces conflits vont être le facteur le plus démobilisateur, le plus déstabilisateur de l'effort de convergence de lutte qui s'est matérialisé et cristallisé autour de la personne du président Maurice Kamto, président élu du peuple camerounais dans les conditions du 7 octobre 2018. Cette question de la gestion des moyens de la lutte peut devenir la véritable tour de Babel de notre résistance si nous ne prenons pas de la hauteur pour comprendre ce qui se cache derrière l'échec dans la gestion de ces métaux élémentaires qui doivent être au service de la vie et non pas l'homme au service des métaux. L'homme doit utiliser l'argent au service de la vie, de la liberté, de la dignité, du bien-être, et non pas être lui, homme, utilisé au service de l'argent. Et y laisser son bien-être, y laisser sa dignité, y laisser sa liberté, et finalement y laisser le sens même de son existence. Nous ne promouvons pas une révolution citoyenne d'hommes inversés, mais d'hommes debout. Or, en réalité, les reptiliens sont des inversés, c'est-à-dire des personnes en réalité qui se battent pour l'immédiat, mais qui ne sont pas capables de voir que se battre comme nous nous battons ou comme nous voulons nous battre, c'est vouloir instaurer une société qui transmette une vie meilleure aux générations futures, c'est-à-dire qui transmette de l'amour, qui transmette de la liberté, de la dignité, de la justice, de l'égalité, de la fraternité. C'est une telle société qu'on appelle une société humaine, c'est-à-dire une société dans laquelle l'homme se soucie de l'homme, l'homme est le remède de l'homme, dans laquelle l'homme est l'avenir de l'homme, l'homme en tant que réalisé, l'homme potentiel devient l'avenir de la société qui sans cesse construit son devenir pour affirmer ce que l'homme peut avoir de meilleur en tout homme. J'insiste pour dire que, sur le plan économique, la révolution citoyenne a ce problème-là, mais elle a un grand problème avec la bourgeoisie industrielle du Cameroun.
Je voudrais adresser ici un message à la bourgeoisie industrielle du Cameroun. Certains l'appellent parfois la bourgeoisie commerçante. La bourgeoisie industrielle du Cameroun doit se décider à aider l'opposition pendant qu'il est encore temps. Je recommence. La bourgeoisie industrielle du Cameroun doit se décider à aider véritablement l'opposition camerounaise aujourd'hui pendant qu'il est encore temps. Car si le Cameroun part en fumée par la faute d'une faim incontrôlée du régime, le premier perdant, la première perdante, ce sera la bourgeoisie industrielle du Cameroun. Je recommence. La bourgeoisie industrielle du Cameroun doit se décider à aider l'opposition pendant qu'il est encore temps. Si le Cameroun part en fumée par la faute d'une faim incontrôlée du régime Biya, si le Cameroun part dans tous les sens parce que l'opposition camerounaise ne se sera pas vue attribuer les moyens d'organiser une transition vers un état de droit authentique, les premiers perdants, mais alors massivement perdants, ce seront les bourgeois industriels du Cameroun. Le peuple camerounais, dont l'écrasante majorité de la population a les mains nues, sera bien sûr perdant. Mais j'insiste pour dire ici à la bourgeoisie industrielle du Cameroun que nous sommes au carrefour de l'histoire nationale. Certes, cette bourgeoisie possède des comptes épais dans les banques étrangères. Certes, cette bourgeoisie peut s'exiler facilement et attendre que la tempête camerounaise se calme. Mais cette bourgeoisie, elle le sait très bien. Elle a investi au Cameroun. Elle n'a pas investi pour 1 an, pour 2 ans. Elle a investi pour des siècles. Et les événements qui se précipitent ces dernières semaines au Cameroun nous indiquent très sérieusement qu'une déflagration généralisée du Cameroun risque d'atteindre et de frapper de plein fouet tout l'appareil de production de la bourgeoisie industrielle. Ça, c'est ce que j'ai observé ces 2 dernières semaines et je tire la sonnette d'alarme. Bourgeois du Cameroun, qui savaient pourtant que le Cameroun ne peut pas émerger économiquement, émerger financièrement, émerger politiquement, émerger mondialement, si il n'est pas doté d'un état de droit. Bourgeois industriels du Cameroun qui savaient que malgré les passe-droits dont vous bénéficiez parce que vous versez des centaines de millions au RDPC, en réalité, ces centaines de millions que vous versez n'améliorent pas de jour au jour vos affaires et n'améliorent pas l'avenir de vos héritiers industriels. Bourgeois du Cameroun qui vous moquez de la lutte du peuple camerounais pour obtenir un changement. Si vous continuez ainsi à tenir le doigt sur la couture, si vous continuez ainsi à regarder les enfants du bon Dieu comme des canards sauvages, il me semble que la chute de ce régime s'accompagnera inéluctablement de votre chute. Si vous continuez à regarder M. Biya et son régime massacrer le peuple camerounais comme certains chasseurs tirent sur des canards sauvages, si vous continuez de laisser les enfants du bon Dieu, ces filles et ces fils du Cameroun, être traités comme des lapins, être traités plus bas même que les animaux les plus dominés par l'espèce humaine, si vous continuez à le faire, lorsque la roue de l'histoire tournera comme elle est en train de tourner en défaveur de ce régime, eh bien, vous l'accompagnerez dans les abîmes. J'espère que le message passe bien. J'en viens au 3e point du bilan de la révolution. Ce point, c'est le point politique. J'ai parlé de la révolution sur le plan social, avec le binôme Sardinard-Tontinard. J'ai parlé de la révolution sur le plan économique en indiquant de la meilleure manière de mobiliser les moyens et en appelant la bourgeoisie industrielle à arrêter de se moquer du peuple camerounais.
Car dans la bourgeoisie industrielle, il y en a qui craignent les panthères. Il y en a qui craignent les panthères qui protègent la biche, s'il vous plaît, multipliez les émoticônes. Il y en a qui craignent les panthères qui protègent la biche, mais qui oublient que le peuple camerounais, en réalité, constitue la seule et véritable force. Quand cette force se réveillera maximalement, eh bien, les panthères et les hommes lions et tout ce que l'on a inventé dans l'animalerie politique camerounaise seront réduits à leur plus stricte expression. J'en viens donc au troisième point du bilan, à savoir la question politique. Sur le plan politique. La révolution camerounaise, en ce 20 juin 2019, reste concentrée autour du professeur Maurice Kamto. Le professeur Maurice Kamto demeure le chef incontestable de la lutte du peuple camerounais pour son émancipation politique. Ça, c'est un point positif pour la révolution. Si la France l'appelle, comme je l'ai dit, une figure importante du Cameroun, alors que le régime s'était efforcé de le réduire à ses origines, supposées donc dans l'ouest de notre pays, cela veut bien dire que Maurice Kamto est désormais irréversiblement reconnu comme l'homme avec lequel il va falloir compter dans la construction du futur État de droit. C'est l'homme qui a conduit notre pays, notre peuple, à une quadruple victoire. La victoire démocratique du 7 octobre, la victoire diplomatique qui s'est traduite par les déclarations de l'Union africaine, de l'Union européenne, de la puissance américaine et même de la puissance française, la victoire médiatique dont vous êtes les grands soldats, ô internautes citoyens du Cameroun, d'Afrique et du monde. Multipliez les émoticônes parce que la smala du régime de M. Biya et tous les autres autocrates qui souffrent de notre travail sont au rendez-vous. Ils ont envoyé leurs cyberterroristes essayer de paralyser notre direct, mais grâce à vous, nous tenons bon. Le président Maurice Kamto a mené à ce jour cette quadruple victoire démocratique, diplomatique, médiatique et juridique, à laquelle j'ai déjà consacré des conférences précédentes. Et on peut considérer que eh bien, la révolution citoyenne camerounaise se porte politiquement bien sur ces points. Mais, en réalité, nous n'avons pas encore la victoire politique décisive. Je recommence. Nous, révolutionnaires citoyens camerounais, n'avons pas encore en ce 20 juin 2019 la victoire politique décisive. Pourquoi? Pas seulement parce que la direction de la lutte camerounaise est encore incarcérée, mais parce que le peuple camerounais est encore incarcéré. Le président Maurice Kamto est l'emblème de l'incarcération du peuple camerounais. Le président Maurice Kamto est beaucoup plus libre que le peuple camerounais. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il a assumé radicalement sa liberté pour initier en pionnier la marche de son peuple vers la liberté réelle. Il a radicalement accepté de risquer sa vie et sa liberté pour montrer le chemin de la vie dans la dignité et la liberté à son peuple. Mais le peuple camerounais, qui n'est pourtant pas, avec ses presque 30 millions d'habitants, on parle de 25 millions en moyenne, le peuple camerounais n'est pas à Kondengui. Kondengui est une prison d'environ 20 000 places, si je ne m'abuse. Et si il y avait simplement, mettons, 100 000 Camerounais qui manifestaient, eh bien, le régime se retrouverait dans l'incapacité de les arrêter tous. Je vais l'expliquer tout à l'heure. Mais, alors qu'il y a 25 millions de Camerounais qui ne sont pas en prison, ces 25 millions de Camerounais qui ne sont pas en prison sont encore plus prisonniers que le président Maurice Kamto qui a posé les actes de liberté qui ouvrent le chemin vers la véritable liberté. Pourquoi sont-ils prisonniers? De quoi le peuple camerounais est-il encore massivement prisonnier? Le peuple camerounais est massivement prisonnier de la peur. Les forces de peur tiennent le peuple camerounais en otage. Ces forces de peur
ont été inculqués dans le mental du peuple camerounais de la période de la domination esclavagiste à la période coloniale et pendant toute la guerre de répression 1955-1971 et tout au long des régimes Ahidjo et Biya, le peuple camerounais a été régulièrement vacciné par une violence instrumentale ayant pour but de lui faire perdre confiance en ses capacités de résistance. C'est cette violence incluse dans l'inconscient des Camerounais, cette violence incluse dans l'inconscient collectif des Camerounais, qui fait qu'ils croient qu'ils peuvent échapper individuellement et collectivement à la mort en ne résistant pas contre le pouvoir. Eh bien, c'est cette violence incrustée dans leur inconscient qui, aujourd'hui, explique que malgré les formidables mobilisations que nous avons eues en ce courant 2019 et que je salue respectueusement, nous n'avons pas encore atteint le seuil critique de saturation des forces de la satrapie. Les chaînes de la peur, inscrites dans l'inconscient du peuple camerounais depuis l'esclavage, en passant par la colonisation, la néocolonisation et la succession de régimes totalitaires, Ahidjo et Biya, ces chaînes qui ont commencé à être coupées, qui ont commencé à être rompues, ne le sont pas entièrement. Le peuple camerounais n'a pas encore atteint le seuil de mobilisation critique permettant de déborder complètement l'appareil répressif et d'acter la transition vers un nouveau contrat sociopolitique. J'ai déjà donné précédemment une conférence sur ces chaînes de la peur, qu'on peut appeler avec les anglo-saxons « chains of fear ». J'ai déjà largement expliqué comment cette peur s'est installée dans le mental du peuple camerounais. Mais je crois que j'avais aussi expliqué comment on peut la combattre. L'expérience de la question m'amène à dire que si nous voulons transformer la quadruple victoire démocratique, juridique, médiatique et diplomatique remportée grâce à la lutte structurée par le président Maurice Kamto, nous devons absolument nous donner comme objectif de nous affranchir de ces chaînes de la peur en nous donnant une stratégie minimale de mobilisation d'un seuil critique de la population camerounaise. Cette mobilisation, il faut que nous la concevions comme une mobilisation pacifique, et cette mobilisation pacifique ne pourra réussir que si elle est une mobilisation massive. Il faut qu'on prenne du temps à expliquer aux gens que si nous ne nous mobilisons pas, nous, peuple citoyen camerounais, sur le territoire national, dans la diaspora, en nombre suffisant, eh bien, nous ne nous protégerons pas mutuellement de la violence du régime. Si nous nous mobilisons en nombre insuffisant, nous nous exposerons davantage toujours à la violence du régime. Il y a un raisonnement qui est l'inverse, et c'est ce raisonnement qui est faux. Le raisonnement inverse dit ceci: si nous nous mobilisons beaucoup, eh bien, nous allons subir une grande violence. Alors que si nous nous mobilisons très peu, nous allons subir une petite violence. Oui, quand 500 personnes, 1000 personnes, 2000 personnes, 20 000 personnes, même 100 000 personnes sortent à travers le Cameroun et que le régime réprime ces 5 000, 10 000, 20 000, 100 000 personnes par rapport à 25 millions de personnes, eh bien les 25 millions qui sont restés chez elles peuvent dire « Ah mais vraiment finalement c'est pas si grave que ça, il n'y a eu répression que sur 100 000 personnes ». Or en réalité ce raisonnement incrusté dans l'esprit de notre peuple est un raisonnement faux. Car où la violence a-t-elle lieu? Mais la violence du régime Biya n'a pas lieu uniquement pendant les manifestations. On peut même considérer que la violence qui a lieu pendant les manifestations, elle est inférieure à celle qui a lieu en dehors des périodes de manifestation. La violence du régime Biya a lieu dans les hôpitaux, où les Camerounais meurent comme des mouches, abandonnés, alors même que l'État du Cameroun est supposé leur garantir une égalité d'accès aux soins. La violence et la brutalité du régime a lieu
sur le système routier, où les Camerounais meurent comme des mouches. Souvenez-vous, comptez le nombre de grands morts sur l'autoroute entre Douala et Yaoundé avant qu'elle ne commence à être aujourd'hui passablement reprofilée, comme on le voit. Pensez aux morts des écarts. Pensez aux morts de toutes les routes du Cameroun chaque jour qui se lèvent. Ces morts sont les victimes, mais de la violence d'un régime qui a abandonné sa population à la malmort.